Alors, mes chers étudiants, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui faire un cours très important de votre module de cardiologie concernant le syndrome coronarien aigu de type surélévation du segment ST ou ST+. Pourquoi ce cours est important? Parce que le syndrome coronarien aigu est une urgence cardiovasculaire fréquente en Algérie et dans le monde entier, qu'elle est responsable d'un taux de mortalité très élevé et qu'elle nécessite une prise en charge urgente dans les plus brefs délais pour sauver le malade. Voilà donc les raisons pourquoi ce cours est important. Il faudrait donc que vous soyez attentifs tout au long du cours et n'hésitez pas à me poser des questions à la fin du cours. Alors, nous allons faire ce cours en objectif. Premier objectif, qu'est-ce que le syndrome coronarien aigu de type surélévation du segment ST? Il est dit ST+. Il correspond à une nécrose ischémique. Ischémique, ça veut dire que c'est un arrêt circulatoire d'une région myocardique en rapport avec une occlusion complète. Alors notez très bien, en rapport avec une occlusion complète et prolongée. C'est-à-dire que cette occlusion ne disparaît pas, elle reste prolongée, on va le voir tout à l'heure. Et c'est une occlusion de quelle artère? D'une artère coronaire. Alors cette artère coronaire est occluse par une thrombose cruorique aiguë, suite à une rupture d'une plaque d'athérome. Donc c'est suite à une rupture d'une plaque d'athérome que nous avons donc cette ischémie aiguë. Alors, qu'est-ce qui favorise cette maladie? Alors, cette maladie est la phase aiguë d'une maladie qui a évolué depuis très longtemps. Cette maladie touche les artères. On l'appelle athérosclérose. Alors, c'est quoi l'athérosclérose? C'est le synonyme d'athérosclérose et l'athérome. C'est la base de l'athérosclérose. C'est la lésion principale de l'athérosclérose. C'est la lésion typique. Alors, cet athérome a des facteurs qu'on appelle les facteurs de risque. Vous connaissez tous les facteurs de risque de l'athérosclérose. On va les voir un par un rapidement. D'abord, l'hérédité, c'est un facteur très important. Et comment on reconnaît l'hérédité? C'est pas en allant faire une enquête génétique sur les chromosomes, mais nous allons faire une enquête familiale. Donc, nous allons voir l'histoire familiale de l'athérosclérose chez notre malade. Deuxième facteur de risque de l'athérosclérose que vous connaissez, c'est le tabagisme. Et en Algérie, le tabagisme fait des ravages. Vous avez le diabète, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang, ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie, l'âge, la ménopause, la sédentarité, l'obésité, le stress. Il existe bien d'autres facteurs de risque, mais ce que vous avez devant vous sont les facteurs de risque les plus fréquents de l'athérosclérose. Et je dois vous signaler que l'athérosclérose atteint toutes les artères de l'organisme. Et en particulier les artères des organes nobles, comme le cerveau, comme le cœur, comme les reins. Et donc, c'est très important d'étudier donc l'athérosclérose. Alors, comme je vous ai dit, le syndrome coronarien aigu est une complication de l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie chronique qui évolue sur de longues années et qui se complique par une rupture de plaque et qui donne donc
l'oblitération coronarienne. Alors, voilà comment se constitue l'athérome. Vous avez donc le LDL cholestérol, c'est le mauvais cholestérol si vous voulez, qui va pénétrer à l'intérieur des couches sous-intimales. Le LDL cholestérol va s'oxyder, oxydation obligatoire, pour qu'il soit capté par le macrophage. Le macrophage vient d'où? Le macrophage vient du monocyte. Vous voyez très bien que le monocyte s'accroche sur des récepteurs VCAM à la surface de la cellule, alors que le LDL entre pratiquement par osmose. Plus il y a de LDL dans le sang, et plus le LDL va traverser l'endothélium et aller se localiser dans les couches sous-endothéliales. Et l'oxydation du LDL va être phagocyté, le LDL oxydé va être phagocyté par les macrophages qui vont donner une cellule spumeuse. La plaque d'athérome commence alors. Alors voici le monocyte qui rentre, regardez, il s'accroche à ses récepteurs. Le monocyte entre dans la cellule. Le LDL entre sans récepteur à l'intérieur. Les deux vont se rencontrer. Et on va donc avoir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la cellule spumeuse. Et plusieurs cellules spumeuses vont donner quoi? Vont donner ce magma lipidique très important, riche en graisse, qui est donc le corps lipidique. Ça, c'est le corps lipidique. Voilà. Alors, l'activation de la cellule endothéliale va augmenter la perméabilité au LDL cholestérol, va augmenter l'adhésion au monocyte et va diminuer la vasodilatation. Ce sont donc des choses qui sont très mauvaises pour la constitution de l'athérosclérose et surtout son évolution, parce que c'est l'évolution de l'athérosclérose qui est importante. Alors ici, voici une pièce anatomique où on voit très très bien la lumière de l'artère. Et on voit ici, tout ça, c'est de l'athérome. Vous voyez en jaune, c'est de la graisse. Tout ça, c'est de l'athérome. Vous voyez très bien que cet athérome va évoluer vers l'extérieur. Il a donc une évolution extrinsèque vers l'extérieur. Il va évoluer ensuite vers l'intérieur. Et quand il évoluera vers l'intérieur, il va donner une sténose coronarienne. Donc l'athérome au début n'aura absolument aucun effet sur la circulation, puisqu'il a une évolution extrinsèque. Mais par la suite, il va progressivement diminuer la lumière de l'artère coronarienne et va donner une diminution du flux sanguin au niveau de l'artère coronaire qui va aboutir à l'ischémie myocardique chronique et qu'on appellera sténose coronarienne. Donc l'athérome va donner une sténose. Mais il ne donnera pas toujours une sténose. Quelquefois, l'athérome se rompt. C'est ça le plus dangereux, c'est la rupture de l'athérome. Et lorsque l'athérome se rompt, ben, il y a un thrombus qui va se former. C'est un thrombus d'abord plaquettaire et ensuite chronique. Troisième objectif, quel est le mécanisme de la constitution du syndrome coronarien aigu de type ST+. On va voir le mécanisme. Alors, ce qui provoque le syndrome coronarien aigu de type ST+, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est le ST+. Le ST+, veut dire surélévation du segment ST. Dans 90% des cas, il y a une occlusion coronarienne totale. Je répète, dans 90% des cas, il y a une occlusion coronarienne totale. Donc, il n'y a plus de sang qui passe par la coronaire. Donc, le myocarde n'est plus alimenté. Donc, il y a un arrêt circulatoire, il n'y a plus de sang. Et quand il n'y a plus de sang, eh bien, le tissu va se nécroser. Et
il n'y a plus de sang parce qu'il y a eu une thrombose aiguë. On va voir comment se fera cette thrombose. Thrombose aiguë, survenant le plus souvent sur une lésion athéromateuse en rupture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rupture de plaque, et ici, il s'agit véritablement donc d'une rupture de plaque qui entraîne la thrombose aiguë. Alors, voici donc comment se constitue l'événement. Physiopathologie de l'événement cardiovasculaire. Suivez avec moi, s'il vous plaît. D'abord, nous avons une érosion. Donc, la plaque existe. La plaque, c'est l'athérome. Hein. Pendant de longues années, la plaque s'est constituée. Érosion ou rupture? Érosion ou rupture? C'est la rupture qui est la plus fréquente. Quand il y a une rupture, le contenu de la plaque qui est sous-intimale va se déverser dans la lumière artérielle. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Eh bien, thrombose. Et c'est une thrombose d'abord plaquettaire. Donc, c'est les plaquettes au début qui vont obstruer l'artère. Parce que pour l'organisme, c'est une agression. Il y a une rupture de la paroi, donc il va colmater la brèche. Mais malheureusement, en colmatant la brèche, il va provoquer une fermeture de l'artère. C'est ça le hic. Et la thrombose plaquettaire, si on laisse les choses évoluer, va se transformer en thrombose cryorique par la suite. La thrombose cryorique, ce n'est pas une thrombose plaquettaire, c'est une thrombose qui contient de la fibrine. Elle est dite fibrinocryorique. Fibrinocryorique. Donc, elle contient des hématies et de la fibrine, une charpente de fibrine. Et c'est cette charpente de fibrine qui va occlure. C'est le caillot rouge, si vous voulez. Le caillot blanc, c'est la thrombose plaquettaire. Le caillot rouge, c'est la thrombose cryorique. Donc, l'artère est fermée. Occlusion de l'artère. Alors, si le malade n'a pas de chance, eh bien, il va y avoir une occlusion de l'artère. Une fermeture de l'artère. Et cette fermeture de l'artère va aboutir à ce qu'on appelle une ischémie aiguë. Alors, une ischémie aiguë, c'est qu'il y a plus de sang qui passe dans l'artère, il y a un arrêt circulatoire, et quand il y a un arrêt circulatoire, mes chers étudiants, que se passe-t-il? Eh bien, il y aura une nécrose. Il y aura une nécrose. Inévitablement, s'il n'y a pas d'arrêt circulatoire, il n'y aura pas de nécrose. S'il n'y a qu'une diminution du flux, on aura une ischémie, mais sans nécrose. Alors voilà l'athérosclérose, c'est une phase donc longtemps asymptomatique. Voilà l'artère. L'athérome se constitue au niveau de la paroi artérielle. L'athérome évolue, il donne la sténose. La sténose n'est pas toujours présente. Et lorsqu'il y a une rupture, eh ben, il va y avoir un thrombus plaquettaire et un thrombus chlorique qui vont fermer l'artère. Alors, l'artère était ouverte au début, et puis, voilà, l'artère se ferme. Il n'y a plus de sang qui passe. Il va y avoir une nécrose. Et c'est le syndrome coronarien, ST+, ou infarctus du myocarde. Ce processus peut se voir aussi au niveau cérébral, pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ou bien au niveau des membres inférieurs, pour l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Voilà. Alors, si on a une ischémie aiguë des membres inférieurs, on passe généralement par une phase de claudication intermittente, qui n'est pas toujours présente. Vous savez donc tous qu'est-ce que la claudication intermittente, et je vous invite d'aller voir la classification de Lobich et Fontaine, qui démontre très bien les différents stades de la classification. Alors voici donc un sujet jeune d'une trentaine d'années que nous avons reçu pour mort subite et l'autopsie. Regardez
regardez que l'autopsie, qu'est-ce qu'elle va la révéler? Elle a révélé une artère pratiquement saine, mais il y avait un athérome. Cet athérome, au début de l'artère interventriculaire, l'artère de la mort, l'athérome s'est ouvert au niveau de l'artère ventriculaire antérieure et regardez ce qui se passe. Regardez ces plaques de cholestérol qui se sont déversées dans la lumière et le thrombus est venu fermer l'artère. Et le malade a fait une mort subite. Voilà l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de l'athérome coronarien. Voici donc un gros athérome. Alors, soit il y a une érosion de l'intima et un thrombus qui se crée des deux thrombis, de thrombus plaquettaire et cruorique. Et regardez cette rupture de plaque. Voilà une véritable rupture de plaque. Donc, voilà le thrombus qui se forme. Mais là, il n'a pas oblitéré l'artère. Il n'a pas fermé l'artère. Pardon. Là, il n'a pas fermé l'artère. Par contre, ici, la thrombose est totale. Ici, c'est une thrombose partielle. On va voir tout à l'heure sur le plan clinique à quoi elle correspond. Ici, non. Ici, il y a une rupture de plaque, mais la thrombose est totale. Là, le malade va faire une nécrose. Là, il va nécroser. Là, il ne va pas nécroser parce qu'il y a encore de la lumière où va passer le sang. Alors, quand l'artère est fermée, comme ici, voilà, rupture de plaque, fermeture par un thrombus, il va y avoir ici constitution d'une nécrose myocardique. Voilà un infarctus myocardique dans ce territoire. Donc, il n'est plus vascularisé, puisqu'il n'y aura plus de sang qui va passer, l'artère est fermée. Alors, on revient à la physiopathologie de l'événement cardiovasculaire, et on va voir la physiopathologie du syndrome coronarien ST. Alors, écoutez, je vous ai fait un polycopier, il est chez votre délégué, M. Dribine, avec plusieurs autres polycopes, c'est tout le programme. Il pourra, M. Dribine, vous envoyer le polycope que j'ai fait sur le syndrome coronarien aigu ST+. Parce que... Déjà publié. Oui. Je l'ai déjà publié. C'est parfait parce que ce polycopier, il y a tout dans le polycopier. Ce n'est pas la peine du tout d'avoir les plaques. Les plaques, c'est pour expliquer. Les plaques, c'est pédagogique. Les plaques appartiennent à l'enseignant, n'appartiennent pas à l'étudiant. Mais dans le polycopier, vous avez toutes ces images-là et toutes les explications sont dans le polycopier. C'est un polycopier qui est très bien fait. Je vous conseille donc de le lire. Et je vous conseille même de suivre ma conférence avec le polycopier, parce que c'est exactement le même plan et c'est exactement la même explication. Donc, c'est un support pédagogique que vous avez qui est très bien fait, que je l'ai adapté pour une très bonne compréhension en relation avec le niveau de l'étudiant. Alors, je répète, tout à l'heure, je vous ai dit donc érosion, rupture de plaque, elle est plus fréquente que l'érosion. Alors, la rupture de plaque se fait à la suite d'un accoup hypertensif, à la suite d'un stress, à la suite d'un athérome volumineux qui va pousser ce qu'on appelle la chape fibreuse, celle qui donc protège l'athérome de la lumière. En poussant donc sur l'intima, elle va se rompre. Et tout va se déverser dans l'artère coronaire. On a dit tout à l'heure que ça donnait une thrombose plaquettaire. On s'arrête là pour la thrombose plaquettaire, parce que la thrombose plaquettaire va donner le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. Donc, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. On ne peut pas faire les deux cours aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais pas le ST-. Le ST-, vous l'avez fait. Alors, le syndrome coronarien aigu ST-, sans sus-décalage, c'est ça. C'est la thrombose plaquettaire. C'est-à-dire, je vais vous montrer l'image, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore du sang qui passe. Ça, c'est la thrombose plaquettaire. Mais par la suite, la thrombose va devenir cruorique. La voilà, autour. Vous voyez là, autour. Quand elle devient cruorique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute l'artère va se fermer. Et quand l'artère se ferme, il n'y aura plus de sang qui passe. Ici, il y a du sang, mais peu de sang.
Donc, le malade fera un ST-. Ici, le malade fera un ST+. Donc, voilà le ST-. Le ST-, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sus-décalage. Ça ne veut pas dire qu'il y a un sous-décalage. Non, il n'y a pas de sus-décalage du segment ST. On ne va pas faire le cours aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, ça peut être un sous-décalage, comme ça peut être, donc c'est une lésion sous endocardique, si c'est un sous-décalage. Ça peut être une montée ample et géante, c'est une ischémie sous endocardique. Ça peut être une ischémie sous épicardique quand elle sera négative. Donc, tout ça, évidemment, fait partie du syndrome ST-. Aujourd'hui, on ne fera que le ST+. Alors, voilà le ST+. Le ST- s'arrête là. La thrombose n'évolue pas. Elle peut évoluer. Mais si on attrape le malade ici, ben on va lutter contre la thrombose plaquettaire. On arrêtera le traitement du ST-, on arrêtera ici le processus. Et ben, il n'ira pas vers l'occlusion, il n'ira pas vers la nécrose. Là, il souffrira d'une ischémie, mais sans nécrose. Et le ST+, avec surélévation, regardez bien, c'est l'occlusion. Quand l'artère est occluse, quand elle est fermée, le sus-décalage, qui est une lésion sous-épicardique, sus-décalage, avec le point J qui est sus-décalé, c'est une lésion sous-épicardique, et bien, le sus-décalage du segment ST correspond à l'occlusion. Le ST- ne correspond pas à l'occlusion. Le ST- correspond à la thrombose plaquettaire, mais qui n'obstrue pas l'artère. Le ST+ correspond à l'occlusion, qui est due à une thrombose chrurique. Donc, dans le ST-, il n'y a pas de thrombose chrurique. Il y a une thrombose plaquettaire. Et dans le ST+, il y a une thrombose plaquettaire plus une thrombose chrurique. Alors, non, ici, ça ne va pas marcher. Je vais essayer de le faire marcher autrement. Une minute. Est-ce que vous voyez là? Voilà, ça va marcher. Vous voyez? Oui ou non? Vous voyez l'image? Non, on ne voit rien. Non, on ne voit rien. Vous voyez pas? Est-ce que vous voyez l'image? Non? Non, Monsieur, docteur. Monsieur Delébine, vous voyez pas l'image? Non, on ne voit pas l'image. Je vais essayer de voir, je ne sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi. Non, il faut relancer le partage. Ah bon? Une minute. Et maintenant? Non? Toujours pas. Une minute. Et maintenant, vous voyez? Vous la voyez l'image maintenant? Non. Vous voyez rien? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà la diapositive numéro 16. Vous voyez? Ok. Vous voyez quelque chose? Oui, on voit la diapositive vide avec un bouton de VLC. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Non? Rien? Rien. Bon, tant pis. Bon, elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y avait donc une très très belle vidéo que je voulais vous faire montrer. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. C'est dommage. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, vous voyez? Vous voyez? Non, il n'y a rien. Hein? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Bon, on continue alors. Là, vous voyez. Oui. Bon, on continue. Alors, quatrième objectif, quelle est la gravité de cette affection? Alors, le syndrome coronarien aigu, avec surélévation du segment ST, est une maladie grave. Elle est responsable d'un taux important de décès dans le monde. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut avoir une véritable stratégie de prise en charge donc, du syndrome coronarien aigu. Alors, quand suspecter un syndrome coronarien aigu avec surélévation du segment ST? Je ne sais pas pourquoi il y a ces 5 minutes. Pourquoi il y a ces griffouillis là? Alors, le syndrome coronarien ST+ peut être inaugural, c'est-à-dire qu'il peut commencer par une douleur, alors que le malade n'était pas du tout malade, n'avait aucun signe. C'est ce qu'on appelle donc peut être inaugural. Il peut donc survenir chez un patient présentant des antécédents coronaires. Alors, il est souvent précédé de crises angineuses récurrentes. Donc, c'est un malade qui est connu, qui fait des crises d'angine, encore instables, ou bien c'est un malade qui a déjà fait un syndrome coronarien aigu sans surélévation du segment ST. Alors, celui-là, ce monsieur est un Anglais, août 1710, 17 mai 1801, il s'appelle William Eberden. Vous l'avez sur le polycopier. C'est un médecin anglais à qui on doit la première description clinique de l'angine de poitrine en 1768 au Royal College of Physicians de Londres. Le Royal College of Physicians de Londres, c'est donc ce monsieur qui a décrit pour la première fois au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, donc la douleur de l'angine de poitrine. Qu'est-ce qu'il a décrit? Voilà. La douleur thoracique typique du syndrome coronarien aigu et la douleur thoracique typique de la douleur donc angineuse. Vous la notez par cœur. Regardez, le malade, il met sa main sur la poitrine. Il ne met pas son doigt, il met sa main. Classiquement, la douleur du syndrome coronarien aigu ST+, est le maître symptôme du syndrome coronarien ST+. Très évocatrice lorsqu'elle est spontanée, qu'elle survienne spontanée par l'effort. De siège rétrosternal. Elle débute au niveau de la partie médiane ou gauche du précordium. En barre, constrictive, de début brutal, intense et angoissante, irradiant vers le cou, la mâchoire inférieure, les épaules et les avant-bras. Elle est prolongée, supérieure à 20 ou 30 minutes. Notez très bien la durée. Elle ne cède pas. Supérieure à 20 ou 30 minutes, résistante à la prise de trinitrine sublinguale. Quand vous donnez de la trinitrine sublinguale, chez un malade, la trinitrine est un vasodilatateur coronarien, eh bien, la douleur ne cède pas, la douleur ne diminue pas, la douleur persiste. Il y a donc une résistance, puisque si vous dilatez les artères coronaires, eh ben, l'artère est fermée, vous avez beau la dilater, elle ne va pas s'ouvrir. Donc, la douleur restera. C'est un test clinique. Alors que dans le syndrome coronarien aigu ST-, sans sus-décalage du segment ST, quand vous donnez de la trinitrine, eh ben, il y a une vasodilatation
et le sang va mieux circuler. Et là, c'est important de le dire, le malade pourra être soulagé. C'est un test important pour faire la différence entre les deux syndromes. Elle est souvent accompagnée de signes neurovégétatifs, sueur, éructation, nausée et vomissement. Sueur, éructation, nausée et vomissement. Les nausées et les vomissements sont fréquents lorsque il y a un infarctus postérieur. Il peut y avoir un tableau atypique. La douleur peut être épigastrique. Elle peut être dorsale ou latéro-thoracique. La douleur peut même ne pas exister lorsque le sujet est diabétique, lorsque le sujet ou un patient qui a une neuropathie, donc, et là, évidemment, la douleur peut ne pas exister, neuropathie autonome. Sixième objectif. Après la suspicion du syndrome coronarien aigu, comment faire le diagnostic donc de ST+. Alors, regardez bien comment on fait le diagnostic. L'association douleur thoracique typique, comme on vient de la décrire, et signes électrocardiographiques, surélévation du segment ST ou bloc de branche gauche complet. Alors, le bloc de branche gauche complet est l'équivalent de la surélévation du segment ST à condition qu'il ait de survenue brutale et de survenue récente. Permet d'affirmer le diagnostic de syndrome coronarien aigu de type surélévation du segment ST. Un électrocardiogramme à 12 dérivations doit être réalisé et interprété aussi rapidement que possible. Un électrocardiogramme à 17 dérivations, nous allons voir qu'est-ce que les 17 dérivations. Il ne faut jamais faire un électrocardiogramme à 12 dérivations. Il faut faire un électrocardiogramme à 17 dérivations quand vous avez un syndrome coronarien aigu, ST+, ou ST-, ou bien quand vous avez une douleur thoracique. Voilà comment on fait le diagnostic. La douleur, on l'a vu tout à l'heure, on l'a décrite. Voilà le malade, comment il ressent la douleur, comment il met ses mains sur la poitrine, il ne met pas le doigt. Constrictive, rétrosternale. Donc, nous l'avons déjà décrite. Plus, quand on fait un électro, on voit un sus-décalage du segment ST. Donc, je vous ai fait moi-même l'électrocardiogramme pathologique. Je vous ai montré l'onde de Pardé. Je vous ai expliqué que l'onde de Pardé était un sus-décalage du segment ST avec sus-décalage du point J et une onde T ample et géante, que c'était un complexe donc d'association sus-décalage de ST et onde T géante, qui veut dire ischémie sous onde cardiaque. Cet enregistrement s'appelle onde de Pardé. Ou bien, après la 6e heure, l'onde de Pardé. Alors, l'onde de Pardé survient à peu près à 30 minutes après le début de la douleur. Et l'onde Q de nécrose, on va voir comment on fait le diagnostic, je vous l'ai montré la dernière fois, survient après la 6e heure environ, après 6 heures. Donc, vous voyez que l'évolution, et après 6 heures, le sus-décalage commence à baisser. Il ne disparaît pas. Alors, voilà l'onde Q de nécrose. Sa durée est supérieure à 0,04 secondes. Voilà, supérieure à 0,04 secondes. Ici, elle fait 0,05. Et la profondeur, elle fait 2 carreaux, la profondeur est supérieure au tiers de l'onde R qui lui fait suite. Voilà l'onde R qui lui fait suite. Eh bien,
là, regardez bien, l'amplitude de l'onde Q, si l'on compare à l'amplitude de l'onde R, elle est supérieure au tiers. Ça, ce sont les critères électrocardiographiques du diagnostic de l'onde Q de nécrose qui apparaît entre 3 et 6 heures après le début de la douleur. À apprendre par cœur. Elle est sur le polycopier. Chronologie des signes électriques. Tout ça est sur le polycopier. 30 à 40 minutes, c'est l'onde T positive, onde pointue symétrique, qu'on appelle ischémie sous endocardique. Et ensuite, après 30 minutes environ, commence l'onde de Pardé sur élévation du segment ST, convexe vers le haut, englobant l'onde T, et on l'appelle ça lésion sous-épicardique. Elle est supérieure ou égale à 1 mm dans les dérivations frontales, et supérieure ou égale à 2 millivolts, 2 mm, dans au moins 2 dérivations précordiales contiguës qui se suivent. L'onde Q, on vient de nécrose, on vient de la voir, large supérieur à 0,04 secondes et supérieur au tiers de l'onde R suivante. Ensuite, le segment ST va retourner à partir de 2 heures jusqu'à 9 heures progressivement à la ligne isoélectrique et l'onde T deviendra par la suite négative. Alors, il y a des signes en miroir qui peuvent survenir. C'est quoi un signe en miroir? C'est comme un miroir. Quand vous vous regardez donc sur un miroir, vous avez votre image qui est inversée. C'est le sous-décalage du segment ST, c'est le miroir du sus-décalage. Quand vous avez un sus-décalage sur une dérivation opposée, par exemple, si vous avez un sus-décalage en antérieur, en V1, V2, vous aurez un sous-décalage en postérieur. Les dérivations opposées, sans qu'il y ait évidemment d'atteinte au niveau postérieur, convexe ou rectiligne dans les dérivations opposées. Voilà les premières minutes, vers 1 heure, vers 6e et 9e heure, un jour, une semaine et vers 1 mois. Donc voilà l'évolution d'un syndrome coronarien aigu sur le plan électrocardiographique, évolution donc électrocardiographique. Voilà un électrocardiogramme d'un syndrome coronarien aigu ST+. Regardez l'onde de Pardé, très belle onde de Pardé, elle est en V1, V2, V3, V4, V5, un petit peu V6. Donc c'est un antérieur étendu. Ça c'est un gros infarctus. Vraiment un gros infarctus. Trop, c'est gros. Et là, l'onde Q de nécrose, donc très profonde, elle commence à se creuser. Et donc, il y a les signes complets, onde Q de nécrose, du sus-décalage du segment ST englobant l'onde T. Quand vous avez un électro comme ça, mes chers étudiants, que vous êtes devant une urgence pendant la garde, si le malade a mal à la poitrine et qu'il y a un électro comme ça, il faut penser à un infarctus du myocarde, c'est-à-dire un syndrome coronarien aigu ST+. Voilà un sous-décalage du segment ST. La même chose, on V1, V2, V3, V4, V5, V6. Et là, c'est un gros infarctus aussi. Vraiment un gros infarctus. On voit très bien l'onde de Pardé. On voit très bien ici l'onde de Pardé. Et l'onde Q commence à se creuser. Alors, les marqueurs biologiques de la nécrose sont-ils utiles au diagnostic? Alors, vous savez très bien qu'est-ce que les marqueurs biologiques de la nécrose. Alors, les signes biologiques et notamment les enzymes cardiaques n'ont pas d'intérêt dans la prise en charge immédiate du syndrome coronarien aigu. Le syndrome coronarien aigu avec surélévation du segment ST, il y a 2 choses. Il y a la douleur typique plus l'onde de Pardé. C'est tout. Ça suffit pour faire le diagnostic. Je répète, le diagnostic de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST est une association d'une douleur thoracique, je vais vous la montrer, est une association d'une douleur thoracique, la voilà, plus une onde de Pardé, quelquefois une onde Q. Donc,
Ça, c'est important, donc, de le savoir. Alors, si vous faites les troponines pour un syndrome coronarien ST+, les troponines seront toujours élevées. Les troponines seront toujours élevées. Le taux de troponine sera toujours élevé. C'est normal. Si les troponines sont négatives, ben, ce n'est pas un syndrome coronarien. Ah oui, ce n'est pas un syndrome coronarien ST+. Les troponines dans le ST- peuvent être négatives, parce qu'il n'y a pas de nécrose. Elles peuvent être positives si le ST- est sévère. Ça, on ne fait pas le cours aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est trop long. Et là, on ne fait pas le ST-, on fait le ST+ aujourd'hui. Alors, quels sont les marqueurs biologiques de la nécrose? Si on demande les marqueurs, c'est pour suivre l'évolution, pour voir si le malade évolue correctement. Est-ce que la nécrose diminue, n'évolue pas? Si la nécrose évolue sur les jours, ça veut dire que ce n'est pas bon. C'est tout. Et la nécrose, mais la troponine est toujours élevée. Alors, les marqueurs de la nécrose myocardique, c'est la troponine I ou T et la sous-fraction 1B des CPK. Alors, la troponine I et la troponine T sont des filaments protéiques régulateurs de la contraction musculaire qui permettent de différencier une nécrose myocardique d'une atteinte musculaire squelettique entre le myocarde et le squelette. C'est spécifique au myocarde, donc on ne peut pas se tromper. Alors, quelle est celle que l'on dose? On dose une seule, c'est l'une des 3 isoformes. Il y a des isoformes de la troponine I qu'on appelle troponine IC. Troponine IC qui présente une spécificité cardiaque sans réaction croisée et constitue donc un marqueur sérique très sensible. Et constitue un marqueur sérique très sensible et assez précoce de la nécrose myocardique. Je répète, l'une des 3 isoformes de la troponine I, qui est la troponine IC, c'est elle qu'on dose, parce qu'elle est très spécifique du myocarde, sans réaction croisée avec les autres, et constitue donc un marqueur sérique très sensible et assez précoce de la nécrose myocardique. Si l'on compare les différentes courbes, on voit très bien que si je prends ici 3 courbes, la myoglobine, la troponine, la CPKMB, CKMB, je vois que celle qui s'élève en premier, c'est la myoglobine. La myoglobine n'est pas spécifique du myocarde. Elle peut être d'origine squelettique, musculaire squelettique, mais elle s'élève en premier. Donc, si je veux, donc elle est plus précoce que la troponine. Généralement, elle s'élève à la 2e heure. Troponine un peu plus que la myoglobine. Alors, voilà la courbe de la troponine. IC, c'est elle qui s'élève le plus. Elle est spécifique du myocarde. Et la CPKMB, spécifique du myocarde. CPKMB, c'est presque donc à la même, le même horaire que la troponine IC. Voilà cette courbe de cinétique, vous la prenez par cœur parce qu'elle est très importante et vous permet donc de voir à quel moment vous demandez vos examens. Alors, quelle stratégie adopter en urgence? Ça, je vous donne une stratégie à peu près, une stratégie que j'ai résumée. Alors, syndrome coronarien aigu, je ne sais pas s'il est ST- ou ST+, le malade a mal, et mon électrode est perturbé. La douleur est spontanée, elle est prolongée, comme on l'a dit tout à l'heure, trinitro-résistante. Alors, si c'est trinitro-résistant,
Si c'est très nitro-résistant, ça peut être un ST+, c'est-à-dire sus-décalage du segment ST, voilà. Ou bien ça peut être un ST-, sans sus-décalage, parce que le malade peut résister effectivement à la trinitrine quand il y a un ST-. Alors, quand il y a un ST+, l'ST+ va évoluer vers l'infarctus. C'est un infarctus. Donc, c'est une nécrose. Donc là, il faut ouvrir l'artère. Le traitement, c'est sans attendre les marqueurs. On ne demande pas les marqueurs. On ne demande pas la troponine quand il y a un ST+. Ça ne sert à rien parce que la troponine sera élevée. Si on demande la troponine, c'est pour voir l'évolution de la nécrose, comment elle va évoluer vers donc une évolution satisfaisante ou bien une évolution médiocre. Quand le ST-, on ne va pas l'étudier parce qu'il nous faut beaucoup de temps, c'est beaucoup plus de temps que le ST+. Là, on aura la troponine élevée ou la troponine normale et en principe, vous avez le cours là-dessus qui va donc vous déterminer la conduite à tenir. Alors, c'est quoi cette photo? Alors, réfléchissez bien, regardez bien. Alors là, ce que vous voyez, c'est une ambulance américaine. Voilà les ambulances américaines. Ça, ces ambulances sont de véritables unités de soins intensifs. Il y a tout dedans. On peut intuber, on peut ventiler, faire un choc électrique, on peut monter une sonde. On peut tout faire. Comme si le malade était hospitalisé. On peut faire une thrombolyse. On peut monter une sonde de stimulation cardiaque. On peut tout faire. Donc, c'est comme si le malade était hospitalisé. Ce sont de véritables unités de soins intensifs mobiles. Voilà ces unités qui vont sauver le malade. Parce que lorsque, regardez ici, il y a une unité qui démarre, elle vient de démarrer là, avec donc la sirène. On l'a appelée pour un syndrome coronarien aigu probablement. Et elle va aller, peut-être dans 2 ou 3 minutes, le malade sera hospitalisé dans cette unité sera sauvé. Donc, pour vous dire qu'il faut que le syndrome coronarien aigu ST+, il faut qu'il y ait une intervention rapide. L'intervention doit être rapide. Alors, cette photo, je l'aime beaucoup parce que cette voiture magnifique de soins intensifs américaine est en face d'un Burger King. Et donc, le Burger King, c'est quoi? C'est les facteurs de risque de l'athérosclérose. Donc, on traite d'une part, et de l'autre part, on a aussi des choses nocives. 10e objectif, savoir ce qu'il faut faire avant l'arrivée du SAMU. Nous avons vu le SAMU qui démarre. En attendant le SAMU, or ici en Algérie, ne comptez pas beaucoup sur le SAMU, c'est pas possible. Alors, ce que vous allez faire, c'est que devant toute douleur thoracique, ça vous le notez par cœur, on doit faire rapidement, très rapidement, un électrocardiogramme 17 dérivations. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous montrer qu'est-ce que les 17 dérivations. C'est 12 dérivations usuelles, normales, plus 2 dérivations droites, V3R, V4R. Vous les connaissez, on les a vues la dernière fois. Je vous ai fait moi-même l'électrocardiogramme normal et pathologique, plus les 3 dérivations basales, V7, V8 et V9. Alors, voici les dernières recommandations européennes dans la prise en charge du syndrome ST+. On l'appelle ici STEMI. STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction en anglais, et SCA, syndrome coronarien aigu, ST+, c'est en français. Alors, on a un appel tout de suite. L'ambulance, donc, ramasse le malade et elle a moins de 10 minutes pour faire un électrocardiogramme dans l'ambulance, puisqu'il est fait dans l'ambulance. Donc, si l'électrocardiogramme note avec la douleur thoracique une onde de Pardet, et si on a moins ou égal 120 minutes pour arriver à un centre où on peut faire une angioplastie primaire, je vous expliquerai ça tout à l'heure,
Il faut y aller. Et quand on arrive au centre, on a moins de 90 minutes pour arriver à la salle de caté. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Ça, c'est en Europe. Lorsqu'on a plus de 120 minutes, c'est trop. Quand on a plus de 120 minutes, ce qu'on fait, eh ben, on va faire la thrombolyse au niveau de l'ambulance pour gagner du temps. 120 minutes, c'est 2 heures. On ne peut pas laisser le malade nécroser. Il faut intervenir tout de suite et on fait une fibrinolyse. On fait donc une thrombolyse et moins de 10 minutes, en moins de 10 minutes, et on fait donc une reperfusion. Alors, maintenant, lorsque le malade arrive dans un centre où il n'y a pas de PCI, c'est-à-dire il n'y a pas de centre, il n'y a pas de cathétérisme cardiaque, on fait un électrocardiogramme en moins de 10 minutes. Et si l'électro donne un sus-décalage, on va retomber dans donc, le même processus. Si maintenant on arrive dans un centre et le malade a beaucoup de chance s'il arrive de lui-même dans un centre où il y a un centre donc, de cathétérisme cardiaque, eh ben, on fait un électro moins de 10 minutes et on fait tout de suite une angioplastie primaire moins de 60 minutes et on fait donc une reperfusion moins de 60 minutes. Donc, il y a une stratégie internationale maintenant bien élaborée pour prendre en charge donc, des malades qui ont un syndrome coronarien aigu ST+. 11e objectif. À ce stade, le diagnostic est fait. L'examen clinique doit rechercher les signes de complications précoces. Insuffisance cardiaque gauche. Elle est due à une nécrose étendue, à une insuffisance mitrale aiguë quelquefois. L'insuffisance cardiaque droite, atteinte du ventricule droit au cours des infarctus inférieurs. Le choc cardiogénique, la complication mécanique, c'est l'apparition d'un souffle donnant une insuffisance mitrale par rupture de pilier ou communication interventriculaire par nécrose du septum interventriculaire, la présence d'une arythmie, trouble du rythme mortel, qui est la première cause de décès aux premières heures d'un syndrome coronarien aigu ST+, extrasystole ventriculaire, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, qui est un arrêt cardiaque nécessitant la pratique d'un choc électrique externe, d'où l'intérêt d'avoir des défibrillateurs automatiques dans tous les lieux publics. Ça, c'est par cœur. Ça, c'est par cœur. Vous l'avez sur le Polycope, c'est par cœur. Là, ce sont toutes les complications qui peuvent survenir rapidement et que, en tant que médecin généraliste, vous devez avoir les compétences pour pouvoir les gérer et les soigner. Alors, quels sont les premiers gestes que l'on doit faire? Alors, il y a 3 gestes à faire. Il y a donner de l'aspirine, 150 à 300 mg, bien par voie intraveineuse si le malade vomit 250 mg. Donner un antiagrégant plaquettaire agissant sur le récepteur P2Y12, c'est le clopidogrel, la VIX, dose de charge 300 ou 600 mg en cas d'angioplastie primaire. Ensuite, un comprimé à 75 mg tous les jours en dose d'entretien. Bien. Dose de charge, si on fait de l'angioplastie primaire, il est préférable de donner 600 mg pour éviter une thrombose de stent. Il y a d'autres antiagrégants plaquettaires que vous connaissez. Vous avez le polycopier, je vous l'ai envoyé. Sur les antiagrégants plaquettaires, vous l'apprenez par cœur. Ils agissent en inhibant le récepteur P2Y12 et peuvent être donnés si on ne fait pas de thrombolyse. Et maintenant, on peut faire la thrombolyse avec le ticagrelor, c'est autorisé. Et quand on a la possibilité de faire une angioplastie primaire, alors ticagrelor, le cangrelor ou prasugrel
Seul le ticagrelor existe en Algérie, mais non remboursé. L'enoxaparine, c'est un anticoagulant d'une héparine de bas poids moléculaire. La dose est de 0,10 ml par kilo, 2 fois par jour, 8 heures et 20 heures. 3 médicaments importants. 2 antiagrégants plaquettaires, plus un anticoagulant. Je répète, 2 antiagrégants plaquettaires, plus un anticoagulant à administrer tout de suite. En attendant les secours, le malade peut faire un malaise vagal, nausées, vomissements, baisse de la tension artérielle. Là, vous faites facilement le diagnostic bradycardie, vous faites tout de suite le diagnostic de malaise vagal, un demi-milligramme d'atropine et surélévation des jambes du patient. Alors, insuffisance cardiaque, elle est rare aux premières heures. L'insuffisance cardiaque est rare aux premières heures et survient en général plus tard. On peut voir un œdème aigu du poumon qui sera traité par une oxygénothérapie, diurétique furosémide. On fait à peu près 1 mg par kilo de furosémide en injection intraveineuse directe et de la trinitrine. Trouble du rythme, apparition d'extrasystole ventriculaire répétitive, impose l'administration intraveineuse de 1 mg par kilo de xylocaïne aqueuse à 1 ou 2%. Je répète, 1 mg par kilo en intraveineux de xylocaïne à 1 ou 2%. Celles-ci ne devront pas être administrées de façon prophylactique. Alors, les bêta-bloquants par voie intraveineuse dans les 12 premières heures de l'infarctus sont réservés à l'hôpital, car il existe des risques, notamment hémodynamiques et conductifs. Je répète ce que j'ai dit. Douleur thoracique, l'électrocardiogramme confirme le diagnostic, test à la trinitrine sublinguale spray négatif, donc résistant à la trinitrine, appelez l'unité mobile. Si forme hyperalgique, on donne de la morphine. C'est 10 cg dilués dans 10 cc de sérum glucosé isotonique, 2 cc toutes les 2 minutes. Alors, vous prenez une seringue de 10 ml de sérum glucosé isotonique. Donc, vous mettez 10 cg de morphine et vous injectez 2 cc toutes les 2 minutes quand il y a une très forte douleur. Alors, si vous avez une insuffisance ventriculaire gauche, vous avez le furosémide, 40 mg en IVD ou 1 mg par kilo en injection directe. Attention, l'oxygène ne pourra être donné que s'il y a une désaturation artérielle. Sinon, s'il n'y a pas de désaturation artérielle, il sera dangereux de donner de l'oxygène. On est en train de donner de l'oxygène à tout le monde, c'est pas bon. Il ne faut jamais donner de l'oxygène donc à tout le monde, c'est pas bon, parce que l'oxygène, si vous le donnez à un malade qui est bien saturé, il va entraîner une vasoconstriction et va aggraver le malade. 13e objectif. Faut-il tenter une revascularisation, c'est-à-dire une reperfusion immédiatement? Bien sûr que oui. Le diagnostic posé justifie la mise en place immédiate d'une stratégie de reperfusion. 2 moyens thérapeutiques peuvent être employés. Le choix doit être fait en fonction de l'efficacité du moyen utilisé et de l'expérience de l'équipe. Vous avez la thrombolyse d'abord et l'angioplastie primaire. Alors, je vous ai envoyé un polycopié sur la thrombolyse. Et vous avez sur le polycopié du syndrome coronarien-ST+, la thrombolyse. Comment on l'a fait? Et vous avez sur votre document polycopié aussi c'est quoi une angioplastie primaire et comment on l'a fait. Alors, c'est quoi? Il faut ouvrir l'artère. L'artère doit être ouverte immédiatement. Dans le syndrome ST+, l'artère, mes chers étudiants, est fermée. Si vous la laissez fermée, le myocarde va se nécroser complètement. Dès que l'artère se ferme, le myocarde commence à se nécroser. Si vous ouvrez l'artère, vous n'empêcherez pas la nécrose. Ce que vous allez empêcher,
c'est l'étendue de la nécrose. Ce que vous allez empêcher, c'est l'importance de la nécrose et vous allez sauver le malade parce que vous allez préserver la force contractile du myocarde. Alors, la thrombolyse est une méthode thérapeutique consistant en l'injection d'une substance thrombolytique appelée également fibrinolytique, capable de lyser un caillot sanguin constitué. Le but de la thrombolyse est de lyser un thrombus plus rapidement que la thrombolyse physiologique. Vous savez très bien qu'il y a la thrombolyse physiologique, le caillot va se liser de lui-même, l'organisme va le liser par donc évidemment des fibrinolytiques. Elle est physiologique, mais elle demande beaucoup de temps. Donc là, nous allons rapidement faire une thrombolyse thérapeutique. Alors, les thrombolytiques agissent en activant, et là, vous avez le polycopier et vous devez apprendre par cœur les médicaments, c'est des questions d'examen. Les thrombolytiques agissent en activant directement ou indirectement le plasminogène en plasmine. La plasmine activée lyse le caillot en détruisant plus ou moins sélectivement la fibrine. C'est la méthode de revascularisation la plus facile à mettre en œuvre. Elle permet de recanaliser l'artère occluse. Son efficacité n'est réelle que lorsqu'elle se réalise dans les 6 heures d'un syndrome coronarien aigu. Je répète, son efficacité n'est réelle que lorsqu'elle se réalise dans les 6 heures, avant 6 heures d'un syndrome coronarien aigu, généralement. On peut aller jusqu'à 12 heures, mais plus vous allez dans le temps, plus vous perdez de temps et plus la nécrose deviendra importante. Donc, c'est une question de temps. Il faut agir très rapidement. L'efficacité de la thrombolyse est estimée à 60% environ avec les meilleurs thrombolytiques. Maintenant, l'angioplastie coronaire primaire, c'est quoi? Pourquoi on dit primaire? Parce qu'il n'y a pas de thrombolyse préalable. C'est la méthode de choix pour recanaliser une artère coronaire. Si on veut recanaliser pratiquement 100% ou 90% une artère coronaire, on fait une angioplastie primaire. Elle nécessite cependant une infrastructure lourde et une bonne organisation des structures. Elle est pratiquée en Algérie dans certains centres universitaires et privés. Alors, elle permet un taux de reperfusion voisin de 90, même plus, certains plus, depuis l'utilisation large des stents dans ce contexte. C'est la méthode la plus efficace pour ouvrir l'artère coronaire. Alors, elle peut être réalisée dans les conditions suivantes. Indication d'emblée lorsque le malade arrive tôt dans un service de cardiologie interventionnelle. Échec à la thrombolyse, on appellera ça angioplastie de sauvetage. Choc cardiogénique et état hémodynamique instable. Électrocardiogramme non contributif. Infarctus avec suspicion de thrombose de pontage lorsque le malade est ponté, a été opéré, et récidive d'infarctus. Voilà une sténose coronarienne. Là, c'est une vidéo construite. On a dilaté l'artère, regardez, par un ballon. On a dilaté l'artère, voilà. On a dilaté. Là, il n'y a pas de thrombus, c'est une sténose. Voilà les stents. C'est des petits ressorts qu'on va donc mettre sur le ballon. On va gonfler. Le stent va se déployer pour maintenir l'artère ouverte. Voilà le grillage qui va donc maintenir l'artère ouverte et pour qu'elle ne se referme pas. C'est ce qu'on appelle donc le stenting. Stenting coronaire pour ouvrir l'artère coronaire. Alors voilà une coronarographie. Regardez la sténose ici. Très belle sténose de l'interventriculaire antérieur. On voit donc très très bien. On l'a dilaté ici au ballon. Et voilà le résultat. On a mis un stent d'ailleurs. Et voilà le résultat final. Quatrième objectif, que faire après une thrombolyse? Il faut surveiller le patient en unité de soins intensifs cardiologiques parce que le malade doit être hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques. Pression artérielle, fréquence cardiaque, monitoring de l'électrocardiogramme en permanence,
diurèse, recherche de signes de reperfusion, sédation de la douleur durant la thrombolyse. Il faut savoir si le malade n'a plus mal. Est-ce qu'il y a une diminution du sus-décalage de ST de plus de 50% durant les 90 premières minutes du traitement? Ça, c'est important. C'est un signe d'efficacité thérapeutique. Je répète, le signe d'efficacité thérapeutique maintenant de la thrombolyse, qui veut dire que l'artère s'est ouverte par le thrombolytique, c'est la diminution du sus-décalage du segment ST de plus de 50% durant les 90 premières minutes du traitement. Rythme idioventriculaire accéléré ou bradycardie inférieure à 55 par minute dans le cas d'un infarctus inférieur pendant les 90 premières minutes du traitement. Pic enzymatique, CPK précoce avant la 12e. Si on a un pic enzymatique important, on dose généralement des CPK. C'est un signe de reperfusion. La détection de signes hémorragiques est très importante car le traitement thrombolytique peut donner des hémorragies cataclysmiques quelquefois et des hémorragies quelquefois cérébrales mortelles. Les bêta-bloquants, les dernières recommandations. Docteur, on ne vous entend pas. Vous avez désactivé votre micro. On ne vous entend pas. Vous avez désactivé votre micro. M'entendez maintenant? Oui. Oui, on vous entend. Attendez, je vais activer le... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Problème de connexion, sûrement. C'est un problème de connexion. Ça y est, vous voyez là? C'est bon? Oui. Très bien. Non, je répète. Donc, nous sommes donc arrêtés là. Donc, les bêta-bloquants, les dernières recommandations, notamment européennes, la Société européenne de cardiologie, ne préconisent pas de traitement bêta-bloquant. Dans le syndrome coronarien ST+, donc il n'y a pas de bêta-bloquant. Dans le cas où une reperfusion a été réalisée, qu'il n'existe pas d'ischémie résiduelle, c'est-à-dire on ne donne pas de bêta-bloquant quand on a fait une angioplastie ou quand le malade n'a plus de sténose. C'est fini, ce n'est pas la peine. Alors, cependant, dans certains cas, si le malade reste tachycarde, s'il y a une douleur résiduelle, ben là, on peut donner des bêta-bloquants. Alors, les dérivés nitrés, il n'existe pas de preuve formelle en faveur de leur prescription systématique dans l'infarctus aigu. Généralement, dans l'infarctus du myocarde, on ne les donne pas. On ne donne pas dans le ST+. On peut les donner quand il y a de l'insuffisance cardiaque, notamment gauche. Quand il y a un infarctus antérieur étendu et qu'on voit que le malade pourra faire une insuffisance cardiaque. Ou bien lorsqu'il y a des douleurs résiduelles. Il y a un angor post-infarctus, quand il y a d'autres lésions qu'on n'a pas encore traitées, qu'il faut traiter, donc l'angor qu'il faut traiter, donc l'ischémie myocardique. Quand il y a une ischémie, il faut la traiter. Par contre, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion diminuent significativement la mortalité du post-infarctus. Là, il faut le noter, hein, c'est important. Alors, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion diminuent significativement la mortalité du post-infarctus par leur effet anti-ischémique et de fibrinolyse physiologique. Alors, ils diminuent le remodelage ventriculaire gauche, préviennent la dilatation de la cavité ventriculaire, augmentent la fraction d'éjection, diminuent la prévalence des tachycardies ventriculaires et de la mort subite, et leur administration n'est utile qu'après la 24e heure. Il ne faut jamais donner des inhibiteurs de l'enzyme de conversion IEC avant la 24e heure. Voilà le traitement de sortie. Aspirine 100 mg à 8 heures, clopidogrel 75 mg incomprimé à 8 heures pendant un mois, sauf en cas de stenting. En cas de stenting, si c'est un stent comme on dit, coté, un stent donc actif,
Il faut continuer l'antiagrégation plaquettaire. Pour moi, c'est jusqu'à une année. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion, vous avez le captopril, vous choisissez le ramipril, le coversil. Chacun a sa propre posologie. Et surtout, n'oubliez pas les statines. Alors, pour les statines doivent être à forte dose. Il n'y a que 2 statines qui pourront être utilisées. La torvastatine ou bien la rosuvastatine à dose élevée. Et là, il est certain que maintenant, beaucoup donnent des statines très tôt à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu. Les autres médicaments seront prescrits en fonction de la nécessité. On pourra prescrire du Lasix, on pourra prescrire, c'est une malade de naissance cardiaque, des dérivés nitrés s'il reste de l'ischémie, des bêta-bloquants, on a vu tout à l'heure quand il y a donc une ischémie où le malade est tachycarde. Voilà, j'ai terminé et je voudrais donc savoir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on vous entend. Ah, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions?